pour un nouveau marque étranger, gagner la visibilité, et c'est pas du tout facile. Parce qu'il est très facile à noyer dans les différents voies, dans les différentes publicités, etc. C'est pour ça que le contenu, c'est important de trouver son propre voie, le ADN, d'essayer, en fait, c'est beaucoup d'essayage, d'essayer de gagner la confiance du client, de gagner la visibilité. Par contre, cette confiance, une fois qu'on a gagné, c'est des vraies confiances. OK, je pense que c'est parti. OK, très Ok. bien. OK, très bien. Donc aujourd'hui, je suis avec Fangwa. Fangwa, tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, bonjour Georges, bonjour tout le monde. Je m'appelle Fanfan Larcy. Je suis fondatrice de agence de communication Talk to China. Talk to China, je l'ai fondée il y a 2 ans et apparemment, avant, ça va faire plus que 10 ans, je suis dans le domaine de développement de clientèle chinoise et sur la communication, sur le marketing. Et Talk to China, on a une agence qui aide les entreprises françaises ou les personnels, y compris les influenceurs ou des autres personnes, qui fait les visibilités en Chine. Hmm. Donc, quand on dit on fait la visibilité, il y a 3 choses. Le premier, c'est de faire le contenu, c'est-à-dire un contenu solide, adapté le consommateur chinoise, adapter les réseaux chinois, ce qu'on va parler après. Et après, de pousser le mot-clé, avoir les bons mots-clés de SEO, etc. Le troisième, c'est travailler avec des personnes, des influenceurs. C'est plutôt pour les marques, hein, du coup, finalement. Et aussi faire la communication de presse. OK, très bien. Et donc, quel est le profil de tes clients exactement? Alors, à la base, au début, on a les clients sur le luxe et semi-luxe, Hmm. parce que je viens dans le domaine de luxe, je connais pas mal le coût, donc la façon de présenter. Et après, au fur et à mesure, on aurait des autres demandes. Donc, les demandes pures pour le SEO, ça pourrait être des entreprises, par exemple, de construction. Et ça pourrait être aussi des entreprises d'influenceurs, donc des Mhm. promotions leurs influenceurs en Chine aussi. Ça pourrait être l'agence de voyage. Aussi, ça pourrait être les entreprises locaux en France pour justement présenter leurs affaires à Chinois en France. Euh, OK. donc, ce que on trouve que c'est un peu bizarre si on ne connaissait pas, parce que malgré on est en France, malgré on est en étranger, même ça fait des années nous sommes ici, on a toujours gardé cette habitude de consommer les contenus sur les réseaux chinois. Hmm. Euh, Hmm. donc, on est quand même 700 000 Chinois en France. Donc voilà, c'est un grand nombre. C'est ce que j'ai découvert aussi au fur et à mesure avec la demande des clients aussi. Notre client cible aujourd'hui, oui, comme je vous ai cité, c'est beaucoup des marques, c'est beaucoup des personnes, c'est agences de voyage, des écoles. OK, OK, cool, cool, cool. Et donc ouais, tu donnes les conseils pour le marketing et la communication en Chine pour ces entreprises. Donc, quelles sont les différentes manières de faire du marketing en Chine? Alors en fait, pour les personnes qui sont pas vraiment dans le domaine, je précise quand même, en Chine, nous n'avons pas le même réseau. Hmm. C'est les questions que je rencontre de temps en temps. La première fois, j'ai rencontré des clients, ils ont dit, voilà, on peut leur mettre notre lien de Facebook, de notre site internet, de notre Instagram. En fait, non, parce que première, plupart des réseaux sont censurés en Chine, malheureusement. Hmm. Et le deuxième, parce qu'on n'a pas cette habitude de, ah, je suis désolée, genre, je coupe parce que, désolée, hein, parce que oui. Ok, ok, je vous sens pas. Vous pouvez mettre dans le garage si. Je suis désolée, ça fait 2 fois ça fait retour, ce colis-là, je ne l'ai pas rencontré. Donc, Comme j'ai dit, je peux tout couper après, donc il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, c'était les réseaux sociaux en Chine, je crois.
Oui, C'est ça, oui, oui. tout à fait. Donc, la première plupart des réseaux sont censurés en Chine. Donc, on ne peut pas le Mm. voir, on ne peut pas le télécharger. Et deuxièmement, c'est cette habitude de lire, d'utiliser l'application. En fait, réseaux sociaux, il y a cette caractère d'être social. C'est-à-dire, on utilise WeChat ou Instagram parce que la plupart de nos connaissances sont dessus. Donc, Mm. malgré, et on a fait des formations pour le WeChat, donc c'est égal le WhatsApp, plus Facebook en chinois. Donc, Mhm. mes clients français, ils ont téléchargé, ils ont vu, ils savent utiliser. Par contre, il n'y a pas l'intérêt pour eux, parce qu'il n'y a personne qui connaisse dessus. Mm. Euh, on utilise les réseaux sociaux parce qu'il y a un intérêt, qu'il y a beaucoup de personnes qu'on connaît, qu'on a envie de partager avec eux, en fait. OK. Mais si on parle de le premier point que tu as abordé là, les réseaux sociaux qui sont interdits, parce qu'il y en a pas mal, je crois, qui sont interdits en Chine. Du coup, Instagram, ça existe en Chine ou pas? Non, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas Facebook. Euh, LinkedIn, c'est bon? Pardon? LinkedIn? LinkedIn. LinkedIn, oui, mais par contre, LinkedIn, c'est plutôt pour chercher du travail ou c'est des relations professionnelles. Et Mm, nous, mm, on a des autres réseaux pour recrutement, pour partager les expériences professionnelles, etc. mhm, mhm. Donc, si c'est pas les personnes dans les entreprises internationales ou dans des grandes entreprises qu'on doit parler en anglais ou des autres langues, c'est pas notre habitude. D'accord. Oui, parce que oui, j'ai compris que Facebook, c'était interdit, mais LinkedIn, c'était pas interdit, je pense. Mais en même temps, les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser, mais comme tu le sais, en Europe et aux États-Unis, on utilise LinkedIn beaucoup pour le B2B. Du coup, pour le marketing sur les réseaux sociaux B2B, vous avez d'autres, vous avez d'autres applications qui sont un peu comme LinkedIn, mais pas comme LinkedIn, c'est ça? Oui, tout à fait. Et on est par exemple sur le Coupe du Monde, on voit le publicité derrière là. Ça Mhm. s'appelle, comment on peut le traduire directement vers le post shipping. En fait, c'est une application, c'est des directeurs des entreprises qui communiquent directement avec les candidats. D'accord. OK, intéressant. Du coup, ben, Talk to China, tu te concentres plutôt sur le marché B2C? C'est plutôt construit pour, oui, oui, des marques, c'est le côté B2C, oui. Mhm. Par contre, il y a aussi, nous commençons à avoir quelques influenceurs aussi. Donc, D'accord. on est servi par cette personne pour élargir son influence en Chine. D'accord, OK. Donc, pour le côté B2C, en Chine, vous avez WeChat. Je connais le nom, j'ai entendu parler de WeChat. Et WeChat, ça fonctionne juste comme WhatsApp ici, ou il y a d'autres choses qu'on peut utiliser WeChat. En fait, WeChat, c'est de tout. On a un proverbe, c'est pas un proverbe, en fait, les directeurs de marketing à WeChat, il a dit on vit avec WeChat, mais c'est la réalité en fait, on vit avec WeChat. C'est-à-dire Mhm. WeChat, c'est combine le WhatsApp évidemment, le plus Mhm. basique, on parle dessus. Et après, on a un moment WeChat, c'est comme le page Facebook. OK. C'est comme Facebook, on pose nos photos, notre quotidien, les choses qu'on a envie de dire, etc. On paye avec. Il y a le Mm. WeChat Pay. Donc, Ah oui, oui, tout à pardon. fait. En fait, c'est comme Uber Eats, Oui, oui, c'est un peu un c'est comme mélange de tout, quoi. beaucoup de. Oui, 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 il y a un peu de PayPal, il y a un peu de Facebook, il y a un peu de WhatsApp, tout dans WeChat, si j'ai Oui, bien compris. J'ai jamais utilisé, mais je connais pas mal de gens en Chine qui utilisent tous les jours et ils m'ont dit que c'est ouais, un mélange de beaucoup d'applications qu'on a ici. oui, oui, c'est égal. Mais c'est comme qu'il a dit, on vit avec WeChat, en fait. Quand on s'est croisés, on échange WeChat, c'est comme notre carte de visite. Après, oui, on parle avec, on présente notre vie, on paye avec. Euh, voilà, et on localisait aussi. Donc, on peut tout faire avec. Mais le OK. fonctionnel principal, c'est quand même de, c'est quand même de communiquer.
Mais quand on parle du marketing sur WeChat, c'est pas c'est l'autre chose. C'est-à-dire, pour une entreprise, on pourrait faire un compte WeChat officiel. OK. C'est-à-dire, c'est un compte comme un site internet. OK. Dedans, on postait les articles, en fait, les photos. On pourrait avoir des petites applications. Ça pourrait lier certains programmes qui s'appellent mini-programmes. C'est un shop. On pourra acheter aussi dessus directement. Euh, D'accord. Du coup, c'est un peu comme une page d'entreprise sur Facebook et aussi un peu comme peut-être Google Maps ici où on peut cliquer sur le magasin et on peut voir ce qu'il propose. C'est un peu de mélange de tout. oui, c'est un peu comme un site internet, un site officiel. Un site D'accord, mais c'est... officiel où on pourrait faire des achats si on combine avec les autres fonctionnements. D'accord, ok. Donc, par exemple, si j'ai une marque de luxe, par exemple, et je veux vendre cette marque de luxe en Chine, je vais devoir créer un site web en chinois et aussi une page de WeChat qui peut aussi fonctionner un peu comme un site de e-commerce en proposant les articles que je vends et aussi pour que les clients peuvent voir ce que je propose. Voilà, c'est un peu comme ça. On pourrait faire comme ça, oui. Oui, plus simple, on pourrait faire comme ça. Mm, Euh, mm. Après aussi, oui, selon le budget, selon les envies des clients, il y a des différents moyens qui sont proposés. Mais WeChat, évidemment, c'est l'essentiel. Si on voulait apporter, commencer d'avoir une part de marché chinois, on est obligé d'avoir WeChat. OK, 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 c'est une obligation. Très bien. Et il y a d'autres réseaux sociaux aussi à part de WeChat? Alors, après le WeChat, vous savez, TikTok, c'est chinois, mais ça fait des années on a TikTok, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire, on pourrait pas télécharger TikTok chinois sur Apple à l'étranger. C'est déjà très poussé, c'est déjà poussé très loin le marketing TikTok en Chine. Aussi, on a un réseau qui marche très bien, qui s'appelle Little Red Book. Xiaohongshu en chinois, ça s'appelle, ou Red, on peut l'appeler Red. C'est un réseau qui ressemble un peu à Instagram. C'est un réseau facile à accéder et parce que pour inscription, on pourra utiliser les comptes à l'étranger. C'est un des rares logiciels qu'on pourra encore le faire. Et après, les contenus, c'est aléatoire. Ça veut dire on pourrait faire le contenu très viral sur un nouveau compte, par exemple. Et ça, c'est déjà impossible sur les réseaux plus mûrs, genre WeChat, c'est impossible. Donc, Hmm. on pourrait avoir des abonnés. Il y a encore les chances pour les nouveaux marques. Pour commencer à faire là-bas, il y a beaucoup d'influenceurs étrangers qui commencent à faire leur compte, qui postent D'accord. leur vie, genre Jeanne Damas, genre Inès de la Fressange, voilà, ou Zidane qui vient de faire son compte, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Il essaie de parler un peu chinois aussi, qui se présentait. Zidane? Ouais. Oui, 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 c'est nouveau. Oh, Il n'y a pas longtemps, c'est durant la Coupe du Monde, je pense. OK, Mm. cool. Cool. Ouais. Donc, il y a Maya Musk, tu sais, la maman la maman Ethan Musk, c'est ça, qui a fait Elon le... Musk, la maman de Elon Musk? Oui, oui, oui. OK. Elle est OK. très active sur les réseaux chinois aussi, sur Xiaohongshu spécialement, sur Red. OK. OK. Et donc, Red, ça fonctionne un peu comme Twitter aussi, peut-être? C'est plutôt visuel. Donc, OK, il faut OK. c'est vidéo ou photo. Évidemment, on peut mettre les contenus en bas, c'est comme l'Instagram. Hmm. S'il y a des gens, genre des écrivains, des philosophes aussi, ils pourraient le mettre. Donc ça, c'est un réseau qu'on pousse pas mal sur l'influenceur, sur les personnes qui voulaient se présenter sur le réseau chinois, qui pourraient avoir son nom. Si on cherche son nom, on pourrait le trouver certains contenus. Ce que je recommande, parce que c'est le plus facile et c'est le moins coûteux aussi, maintenant. Hmm. OK, intéressant. Donc, nous avons quelques applications qu'on peut utiliser là pour booster notre notoriété et ouais, notre marque aussi. Et donc, tu travailles aussi le SEO pour tes clients, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. OK. Le SEO, c'est différent parce que des fois, je pense qu'il faut qu'on reconnaisse l'importance SEO en Chine. Et évidemment, internationaux, c'est très important, hein, ça on sait.
Mais nous, on a une philosophie qu'on croit beaucoup en recommandations interpersonnelles. C'est pour ça que la recommandation, c'est super important pour nous. Aussi, je vais parler après pourquoi le réseau qu'on utilise le plus qui marche bien. Et après, il faut savoir que Google, on sait qu'il y a des référencements payants, il y a des référencements nature. Mais sur les réseaux qui est qualité de Google, ça s'appelle Baidu en Chine, on peut payer pour tous les mots-clés. C'est-à-dire presque tout ce qu'on a vu sur les 5 premières pages. Voilà, on va dire. Peut-être tout est payant. Peut-être ce qu'on a Hmm. vu, c'est pas naturel. C'est pour ça qu'il y a, sur les consommations, sur les consommateurs, il y a certains doutes, en fait. On n'a Ok. pas 100%. Oui. Et c'est pas marqué sponsorisé, comme avec Google. Normalement, c'est clair que c'est une publicité. Donc, Oui, justement. Non, c'est cette pas page-là, marqué. c'est pas marqué du tout? Oui, c'est pas marqué. Donc, et aussi, Ah, ok. il y a des pures publicités. Ça, on sait, il y a la publicité. Sinon, tous Ok. les mots, on pourrait l'acheter, en fait. Tous les mots, on Ah, pourrait l'acheter. Et du coup, c'est créer un doute sur les consommateurs. On ne sait pas hmm, quel mot-clé c'est vraiment fidèle, c'est lequel c'était parce on a mis beaucoup de coûts derrière. Et c'est pour cela que depuis 5 ans, il y a une plateforme, il y a une application qui s'appelle Zhihu, qui a égalité de Quora. C'est une plateforme question-réponse en fait. Et c'est Quora en France, je pense que c'est pas une application, on parle beaucoup. Ces gens posent des questions, on répond et c'est tout. mhm, Mais en mhm, Chine, c'est tellement développé, Zhihu. C'est-à-dire, on peut poser des questions sur tous les domaines, sur tous les clients, sur tous les marques qu'on travaille dessus, sur tous les personnels. On pourrait avoir un mot-clé très solide dessus. Donc, cette stratégie, ça fonctionne plutôt bien. Et par exemple, pour les marques, je vais dire, de cosmétiques, on pourra dire, voilà, j'ai la peau mix, qu'est-ce qui me va comme sérum de nuit? Et on pourrait donner notre avis comme client et on pourrait aussi faire un contenu solide en comparer les différents marques, des différentes matières en mettant notre marque dedans pour avoir un avis plutôt concret. mhm, mhm, mhm. Ça, c'est plus Ok. fiable pour les clients et c'est sur tous les domaines en fait. D'accord, ok. Du coup, le SEO, en fait, c'est peut-être plus facile en Chine qu'ici, parce qu'on peut tout simplement acheter le lien, acheter la position dans la page, le résultat de page. Mais tu dis que les gens en Chine, les Chinois, ouais, les gens, ils sont méfiants, comme tout le monde des marques, ils veulent vraiment vérifier que c'est une marque de qualité. Et pour faire ça, ils utilisent, c'est un truc comme Quora, si j'ai bien compris, où il y a la question-réponse, mais Quora, c'est beaucoup plus utilisé pour ça en Chine, parce que oui, Quora, pour nous, je trouve que c'est pas... Oui, on ne cherche pas vraiment le commentaire sur Quora, sur le produit. Ouais, c'est plutôt la question plus abstraite, peut-être. Mais ça, c'est le meilleur moyen de vérifier en Chine si ce produit est de qualité. Oui, tout à fait. C'est pour être des produits, c'est pour être une personne, le fondateur, par exemple, ou les clients historiques pour certaines marques qui a une histoire. C'est pourrait être c'est pourrait être quelque chose de concret. Par exemple, sur le Coupe du Monde, qu'est-ce que tu en penses de Mbappé? Voilà, c'est une question et après on peut le Mm, répondre. En fait, c'est un moyen de faire qui sont plus fiables, voilà, pour les clients parce que c'est une vraie personne qui parle mm, euh, par rapport le publicité, les pages sur le moteur de recherche qu'on a vu, qu'on sait derrière, il y a un coût derrière, donc il y a des manipulations derrière. Non, 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 tout à fait. OK, intéressant. Et du coup, est-ce que c'est facile pour une marque étrangère de gagner la confiance du marché chinois? Alors, il faut savoir que les réseaux chinois sont très développés et les marques chinois, ils ont même pas le même concept, je pense, que certaines marques françaises, enfin pas français, l'étranger. C'est-à-dire, ils ont mis beaucoup d'importance sur le réseau, sur la communication.
C'est-à-dire derrière, il met un grand coup dessus. C'est pour ça que pour un nouveau marque étranger, gagner la visibilité, et c'est pas du tout facile. Parce qu'il est très facile à noyer dans les différentes voies, dans les différentes publicités, etc. C'est pour ça que le contenu, c'est important de trouver son propre voie, le ADN, d'essayer, en fait, c'est beaucoup d'essayage, d'essayer de gagner la confiance du client, de gagner la visibilité. Par contre, cette confiance, une fois qu'on a gagné, c'est des vraies confiances. C'est les vrais sueurs. Donc, la personne, ils ont vraiment aimé ce qu'elle a fait. C'est ça qu'on a envie de voir. OK, donc c'est une stratégie qui prend plusieurs années, j'imagine. C'est pas quelque chose qui va arriver vite. Oui, tout à fait. Oui, il faut préparer psychologiquement. Il y a une vraie préparation à faire. Il y a une vraie décision à prendre. Et aussi faire plusieurs tests aussi pour voir ce qui marche et ce qui marche pas, j'imagine. Oui, ça, c'est notre travail. Évidemment, on travaille avec les clients, évidemment. C'est notre travail de suivre près la tendance, de toujours essayer de faire, d'un côté, d'insister notre ADN. Il faut pas toujours suivre la tendance non plus. L'autre côté, de veiller de près, qu'est-ce qu'il faut faire pour certaines tâches clients, qu'est-ce qui marchait bien, etc. Mais des fois, ça pourrait arriver des choses qu'on n'a pas prévues. Par exemple, une marque, on a dit, voilà, on a beaucoup présenté sa signification, son histoire derrière. On pense que c'est des choses plus faciles à accepter par les clients. Et bizarrement, peut-être il y a des clients qui s'intéressent par les contenus dedans. Genre, ils ont gagné un prix de laboratoire. Et après, on a dit, c'est un truc qui est assez, c'est quelque chose qui est assez poussé, assez abstrait. Et en fait, au contraire, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent dessus. Hmm. Et ça, en fait, je pense qu'il n'y a pas que nous, tous les marketeurs qui auraient cette surprise. C'est pour ça il faut essayer, il faut faire confiance aux clients, il faut faire confiance aux marques aussi, des consommateurs aussi. OK, intéressant. Et du coup, est-ce qu'il y a une stratégie différente selon le secteur? Donc, tu travailles pour plusieurs secteurs d'activité. Est-ce que tu dois adapter la stratégie? Oui, et on veille de près avec les clients. C'est-à-dire, on met beaucoup de temps de rester avec eux, de les écouter, de participer. Ça me fait plaisir de participer à leurs réunions, de les écouter, différentes personnes. Par exemple, à marketing, on n'a pas juste écouté les directeurs de marketing, on va aussi écouter les designers. Qu'est-ce qu'ils en pensaient? Peut-être il y a des choses qui trouvent que c'est bien présenté, il y a des choses juste dans ses pensées très profondes. Moi, je trouve que c'est beau. Hmm. C'est ce petit truc qu'on a envie de tout avoir pour derrière développer des plus beaux contenus et pousser la visibilité. Après, c'est les pures techniques pour la visibilité. Mais il faut cette base de contenus qui sont solides, qui sont vraiment bien. C'est mon philosophie de travailler dans la communication. OK. Et tu peux donner un exemple de, je sais pas, quelque chose qui est bien précis pour un certain secteur d'activité que tu as fait pour une entreprise? Alors, on a fait, je vais pas citer l'entreprise qui c'est une grande entreprise, en fait, qui voulait changer leur stratégie pour le développement durable, donc ESG, maintenant tout le monde en parle. Et du coup, finalement, on essaie de rentrer dans le petit angle, en fait. Le petit angle, c'est pourrait être une fois qu'on a acheté leurs applis sur leur plateforme et on fixait sur on fixait sur l'appel pour dire, voilà, emballage, on pourrait le réutiliser. Et après les appuis, une fois qu'on est mis, genre on met pas qu'une fois, on va pas jeter tout de suite, on pourrait le revendre, on pourrait le recycler. Et aussi plus loin, par exemple, pour le livrer, le dernier kilomètre, et on choisit, on préfère les livreurs en vélo, par exemple. Et encore plus loin, en fait, c'est ce produit qui a un fil de temps, il monte de plus en plus Hmm. loin. Et par exemple, c'est qui l'a fabriqué, la personne qui l'a fabriqué, est-ce qu'il est heureux dans sa vie et sa famille, elle est comment, etc. Et son environnement, il est comment. Donc, encore, on peut être plus près. Par exemple, quand il est livré par l'avion, on va pas utiliser les cartons, on va le mettre directement dans le grand conteneur dans l'avion. Comme ça, on a économisé les cartons, etc. Il n'y a pas le fil plastique.
Donc, c'est tous ces petites choses. En fait, on peut avoir beaucoup, beaucoup de contenu. Et par contre, comment rendre ces contenus plus faciles à accepter? Comment rendre ça plus pour les clients qui ont appris quelque chose dedans? Et ça, c'est notre travail dessus. Ok, intéressant. Donc, avec ce cas-là, tu as pu montrer la fabrication de produits et ouais, mettre en avant le fait que c'est bien écolo, ce produit et la façon de vous livrer ce produit aussi, hein. C'est très cool. Et du coup, oui, j'avais une autre question. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les générations en Chine? Parce que je pense que les générations plus âgées, ils sont très, très, très différents des jeunes en Chine actuellement. Donc, est-ce que tu dois changer la stratégie selon la génération ciblée? Oui, 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 tout à fait. Et en fait, génération, mais ça dépend. Par exemple, moi, je suis née dans les années 80. On considère déjà les générations pas jeunes. Donc, après, il y a des générations dans les années 90, il y a des générations Z, Y, etc. Donc, tous les 5 ans, on considère que c'est une génération différente. Ils pensent différemment. Et pour moi, je pense que et il faut pas figer sur ses pensées pour dire, voilà, les jeunes, c'est sûr qu'ils ont pensé à ça. Un exemple, c'est que les plus jeunes générations maintenant qui va avoir 20 ans, etc., ils ont retourné à l'ancienne. Ils aiment bien le thé chinois, ils aiment bien de l'art ancien, ils aiment bien porter les habits traditionnels. Ça, c'est ce qu'on n'a pas pensé en fait. Et Mhm. donc, il faut vraiment les suivre. Ça, c'est des tendances. Et après, sur les plateformes pour l'habitude d'utiliser et utilisation, ça, c'est encore différent. Par exemple, il y a certains âges, on aime bien regarder que les vidéos, que Mhm. sur TikTok, etc. Et après, il y en a qui aiment bien les images. Il y a des personnes qui sont plus anciennes, ils aiment que des articles, en fait. Mhm. Donc, il faut plus de choses qui sont construites que les vidéos qui pourraient regarder genre 3 secondes. Il faut un article qui dure peut-être 10 minutes de lecture. Mhm. Et selon le contenu, selon les différents contenus, on le présente sur les différentes plateformes aussi. Mhm. Par exemple, TikTok, c'est difficile, on met un article. Et aussi, même si c'est le même client, même si c'est la même personne, quand il ouvre TikTok, il a changé. Il est plus la même que sur Instagram. Mhm. Oui. C'est pour cela qu'on fait une analyse. Évidemment, on fait les statistiques, comment les gagner. Évidemment, on ne peut pas gagner tout le monde non plus. Donc, c'est quoi le plus important pour les clients? Non, intéressant, intéressant. Et donc, mais si, donc, tu dis que pour chaque décennie, les années 80, 90, les gens nés à l'année 2000, il y a une stratégie un peu différente. Et pour les gens qui sont nés avant les années 80, dans les années 60, 70, est-ce que c'est très différent pour eux? C'est différent, oui, parce que en fait, ça dépend qu'est-ce qu'on pousse à vendre. Il y a certaines personnes, par exemple pour les enfants, et on sait très bien qu'on vend un produit pour les enfants, mais notre client, c'est pas des enfants, en fait, c'est leurs parents. Donc, pour certaines personnes, c'est pareil, on va penser à ça. Est-ce que c'est lui-même qui va faire cet acte de faire confiance à cette marque que vous voulez acheter ou c'est leurs enfants ou c'est leurs proches ou c'est leurs amis, etc. Donc, dans les années encore avant ce que tu as dit, et on a encore dans ils ont agrandi dans l'environnement de communauté, donc de communistes, et on croit encore plus aux autres. Hmm. Euh, on croit encore plus leurs recommandations, etc. Peut-être il y a certains réseaux, ils n'utilisent plus, genre Red, genre TikTok, c'est peut-être pas dans leur pensée, dans leur habitude, mais il y a certaines choses qui marchent très bien aussi. Donc il faut pas nier les petites plateformes pour dire voilà c'est pas la tendance, on va pas l'utiliser. Si les clientèles sont vraiment ici, bah on va là-bas pour les voir. Ok, intéressant. Et quels sont les facteurs géographiques en Chine qui peuvent effectuer la stratégie de marketing parce que la Chine, c'est un pays énorme. Et il y a une grande différence, je crois, de côté Est, où il y a beaucoup de grosses villes, et
l'autre partie du pays. Du coup, est-ce qu'il y a une différence au niveau de la géographie? Oui, en Chine, on a séparé les villes comme le niveau, ville niveau 1, 2, 3. Euh, OK. donc, le niveau 1, il y en a 5, donc c'est Pékin, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, etc. Donc, dans les grandes villes, évidemment, les personnes sont plus faciles à accepter des nouvelles choses, tu as envie d'essayer. Mhm. Euh, ils ont plus de possibilités d'acheter aussi, parce qu'il y a beaucoup de concept stores. Des fois, on essaye sur place aussi. Ils ont dans leur entourage aussi, ils l'entendent plus. Et avant le Covid, ils voyageaient plus aussi. Donc, il y a des marques qui vendent que qu'en France, par exemple. Ils ne vendent pas du Mhm. tout en Chine, ils ne vont pas exporter. Donc, les clientèles sont plutôt ici. Et après, il y a certaines villes, euh, donc ils ont leur habitude de consommer. Il faut essayer de lier avec leur déjà habitude de consommation. C'est difficile pour eux de changer jour au lendemain complètement. OK. Euh, donc, des fois, ça nous arrive de travailler avec une marque ou un marché qui connaît bien déjà pour commencer à avoir un petit peu de visibilité. Et au moins, quand il a vu, il a dit, ah, ça, j'ai déjà entendu parler. Mhm. Mhm. OK, OK. Et donc, tu as dit qu'il y a trois types de villes, c'est ça en Chine? Donc, ça, c'est les deux premiers. Le premier, c'est les grosses villes comme Shanghai qu'on connaît. Ça, c'est le deuxième, mais c'est quoi le troisième? Alors, le troisième, c'est plutôt dans le village, dans les petites villes, Hmm. dans les petites villes, dans les grandes provinces un peu lointains. Par contre, bizarrement, on pensait que les personnes dans ce genre de petite ville ou village, ils ne vont pas beaucoup consommer. En fait, des fois, Mhm. au contraire, des fois, ça nous crée des Mhm. surprises. Et parce qu'en fait, ils voulaient tellement ressembler, les personnes qui sont dans les grandes villes ou les stars. Ça, on a tous entendu pour dire pourquoi iPhone, il vend super bien, ou un rouge à lèvres Dior, pourquoi il vend super bien. Parce que ce qu'on peut payer le minimum de prix pour ressembler à un star. Et on pourrait pas, genre, avoir une voiture comme un star ou une maison, mais on peut avoir ce rouge à lèvres Dior, Mhm. comme star. C'est pour ça qu'ils voulaient acheter ce rouge à lèvres. Et il veut plus, cette envie, il est beaucoup plus fort que certaines personnes qui a déjà, par exemple, une voiture comme le Star. Donc, il va forcément avoir celle-ci, ou une crème, etc. Donc, on va pas ignorer non plus cette marché non plus. Et au contraire, Mhm. des fois, c'est ça qui nous crée des surprises aussi. Non, c'est intéressant parce que moi, je voulais penser ça. Je voulais penser que oui, les grosses villes, ça, c'est le plus facile pour vendre des produits et surtout la marque de luxe. Et oui, j'avais l'impression aussi que les villes un peu lointaines sont pas forcément très intéressées, mais c'est pas le cas comme Oui, tu oui, l'as dit. c'est les Donc, surprises qu'on a appris aussi avec le temps. ouais, non, non, c'est intéressant. Et du coup, quels sont quelques erreurs courantes? Le premier, je vais dire, la première surprise qu'ils vont avoir, sincèrement, c'est le coût. Je pourrais dire c'est le coût. Ça revient à la question qu'on a parlé avant. Ça veut pas dire que les entreprises chinoises, ils ont plus de moyens. En fait, ils mettent beaucoup plus d'importance sur les marketing. Et une marque étrangère, comme le marché chinois, c'est un nouveau marché pour eux peut-être. Et évidemment, c'est un essayage. On va pas mettre un paquet non plus. Et par contre, peut-être la plupart de leur budget est mis dans la fabrication, ils le mettent dans un concept store peut-être. Mais en Chinois, on sait tellement que c'est important. Donc, on met beaucoup de budget dedans. Pour ça, les prix sont augmentés aussi. Si on va avoir une influenceur qui est moyen, on va pas dire qui est le méga influenceur aussi, c'est quand même un budget aussi. Hmm, hmm, Et, et aussi que il faut pas mentir, c'est quand même long. Parce qu'en Chine, oui, on a beaucoup de consommateurs, mais on a aussi beaucoup de marques aussi. hmm, C'est un marché que avant le Covid, tout le monde a envie de rentrer, tout le monde a envie de prendre une place. C'est pour ça que c'est important de prendre cette considération que peut-être il faut beaucoup de préparation, il faut pas mal de temps, hein, hmm, pas mal de patience pour attendre le résultat aussi. hmm. Et est-ce que ça a beaucoup changé depuis le COVID? Oui, je pense que ça a changé, ça a changé pour tout le monde. Parce que avant, par exemple, on a
nos clientèles, ça veut dire les consommateurs, on le sépare en 3 niveaux. C'est les Chinois en Chine, le touriste, et les Chinois qui vivent en France. Et sauf que maintenant, on n'a plus de touristes. On n'a plus de touristes. Aussi, il y a certaines marques qui n'existent plus non plus depuis le Covid. C'est-à-dire, il y a certains clients qu'on a commencé à travailler avant le Covid. Malheureusement, ils ont plus de fonds derrière ou ils dépendent beaucoup de touristes. Donc, ils ont cessé d'activité aussi. Et après, je pense l'habitude de consommateurs sont changées aussi. Avant, on n'avait pas cette concept pour dire, voilà, un jour, ça va nous arriver, un épidémie qui va durer 3 ans, parce qu'en Chine, c'est toujours pas fini, hein, qui va durer 3 ans. Et peut-être aujourd'hui, on va beaucoup plus vers les choses qui sont plus durables. Et plutôt retourne à l'essentiel, je veux dire. Par exemple, depuis cette année, les choses mobiles, donc dans la famille, les mobiles, etc., les électroménagers, qui vont très très bien, parce qu'on met beaucoup de temps de rester chez soi. Et aussi les Macs de campeurs pour faire le camping, ça marche ultra bien aussi. On a envie de sortir aussi dans la nature. Avant, tout ça, c'est nouveau. Tout ça, c'est depuis cette année. D'accord, donc c'est plutôt un changement de comportement Comportement. des consommateurs. C'est intéressant. Et ouais, donc ouais, ça continue toujours en Chine. On lit dans l'actualité le COVID. Donc, ouais, je suis pas surpris qu'il y a cet changement. Du coup, ok, juste une dernière question. Donc, est-ce que c'est possible de faire du marketing en Chine si on n'a pas beaucoup d'argent? Oui, on peut toujours commencer. On peut toujours commencer. Ce que j'ai dit à mes clients, si on cherchait votre nom sur le réseau, sur Red par exemple. En fait, Red maintenant, c'est comme Instagram. Des fois, on s'en sert comme un moteur de recherche. Si on cherchait votre nom, vous avez votre compte. Il y a une place, vous pouvez montrer qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et pourquoi il faut vous faire confiance. C'est pas très cher. C'est pas cher, c'est faisable. C'est toujours mieux que 0 voix. Et on le considère toujours comme le moment, il y a encore beaucoup de touristes. Hein. Il y a mes clients qui sont leur comptoir dans le grand magasin, à printemps, etc. On est d'accord, c'est le moment, le client qui sort le carte bleue. On a dit, voilà, à ce moment-là, j'aime bien cette bracelet, par exemple. Je vais le chercher sur le réseau. Il y a 0 info sur vous. À ce moment-là, je ne vais pas sortir mon carte bleue. Donc, notre travail, c'est à ce moment-là, c'est aussi avant, évidemment, de vous faire confiance, de vous connaître, etc. Ça, c'est le moment fort. Ce moment-là, le client qui devait prendre une décision, il faut que vous êtes là. Il faut que vous vous présentez sur le réseau. Et il faut que on voit votre contenu en chinois, sur le réseau chinois. D'accord. Ok, intéressant. Et donc, est-ce que tu as un dernier conseil ou un dernier astuce? Mais je pense que c'est comme tout, il faut essayer de commencer. Déjà inscrit, regardez comment les autres marques, presque tous les grandes marques sont dessus, évidemment. Donc, vous avez toujours trouvé quelqu'un qui vous ressemble. Regardez comment ils font et d'être curieuse à l'autre culture aussi. Parce qu'on dit toujours, en français, on dit, tu parles chinois, voilà, c'est compliqué à comprendre. Et justement, je trouve, c'est ça qui est charmant aussi. Parce que c'est différent, parce que c'est mystérieux, voilà. Soyez curieux de rester dessus, de regarder un peu. Ok, très bien. Ok, well, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça c'est très intéressant. Merci d'être venu. Et oui, merci beaucoup. Avec plaisir, Georges.